Bonjour, alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les petits déjeuners quand on fait un protocole anti-candidat. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Je sors au moins une vidéo par semaine sur la santé digestive, la candidose ou la santé au naturel de manière générale. Donc, si vous voulez m'aider, si cette vidéo vous plaît, si vous pensez qu'elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à m'aider en retour en likant la vidéo et en vous abonnant. Je vous invite aussi à aller voir mon site internet thecandidatslayer.com dans lequel je partage mes connaissances. J'ai un blog où j'écris des articles régulièrement sur la santé au naturel, sur les plantes, sur les remèdes naturels que j'aime utiliser. Sur mon site internet, vous pourrez aussi trouver mon cours sur comment guérir votre intestin. Donc, c'est un cours qui comprend un livret d'une 60aine de pages, qui comprend également un accompagnement hebdomadaire où je réponds à toutes vos questions. Je vous conseille également, pour votre situation personnelle, quels compléments sont les plus adaptés à vous. Je vous invite également à me rejoindre sur mon groupe Facebook. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pareil, pour trouver mon cours, le lien direct se trouvera sous cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les petits déjeuners quand on fait un protocole anti-candidat. Donc, c'est une question qui revient souvent, puisque en fait, quand on fait un protocole anti-candidat, on fait un régime en fait pauvre en sucre. Et donc, c'est vrai que nous, en France, on est habitué à manger du sucre au petit-déj. Donc voilà, qu'est-ce qu'on mange au petit-déj quand on fait le protocole pour la candidose? Donc, comme je disais, effectivement, quand on cherche à se débarrasser du candidat, on évite le sucre, tous les sucres, et on évite de manger trop de glucides. Donc, les glucides, c'est tout ce qui est pain, céréales, pâtes, pseudo-céréales, légumes racines, pommes de terre, patates douces, etc., etc. Donc, on évite de trop en manger. Par contre, moi, je ne conseille pas d'éviter complètement, d'éliminer complètement les glucides. Je préfère conseiller certains glucides plutôt que d'autres. Aussi, moi, je propose un protocole qui est plus ou moins en 3 phases. Après, tout dépend de chaque personne. Mais en phase 1, c'est là où on va réduire au maximum les glucides. Mais encore une fois, j'insiste, on ne va pas les éliminer complètement parce que éliminer complètement les glucides, ça peut causer d'autres problèmes. Donc, on n'a pas envie de rajouter des problèmes en plus de la candidose qu'on a déjà. Donc, éliminer complètement les glucides, ça va causer des dérèglements hormonaux. J'ai vu beaucoup de femmes qui avaient, surtout des femmes, c'est vrai que les femmes sont plus sensibles au changement d'alimentation que les hommes. Donc voilà, les femmes peuvent perdre leurs règles en éliminant complètement les glucides. Et c'est pareil si elles éliminent complètement les produits animaux et les graisses animales. Au bout d'un moment, elles finissent par perdre leurs règles. Donc voilà, c'est pas terrible pour le système hormonal, pareil pour le système nerveux. C'est difficile aussi pour le foie, c'est difficile pour les surrénales. Donc voilà, il faut quand même manger un peu de glucides. Donc moi, dans mon protocole, c'est au minimum pendant la phase 1, mais on en mange quand même. On peut en rajouter pendant la phase 2 et puis la phase 3, on peut encore en rajouter. Donc, par contre, moi, de manière générale, je recommande zéro céréales et surtout pas de gluten, pas de céréales qui ont du gluten pendant tout le protocole parce que voilà, j'ai trop vu de personnes qui n'arrivaient pas à s'en sortir parce qu'elles continuent à manger du blé. Et puis, j'ai vu aussi à l'inverse des personnes qui galéraient et qui, le jour où elles ont arrêté de manger du blé, mais vraiment pour de bon, où elles l'ont éliminé, d'un coup, ça a avancé, quoi. D'un coup, elles ont réussi à aller mieux et à guérir au final. Donc voilà, surtout éliminer les céréales, les céréales qui ont du gluten, et particulièrement le blé. J'aime pas non plus l'avoine. Bon, je détaillerai peut-être ça dans une autre vidéo sur les céréales, mais je recommande pas l'avoine non plus. Et de manière générale, voilà, je préfère recommander en source de glucides les fruits et les légumes racines qui sont quand même plus faciles à digérer pour la plupart des gens. Et je ne recommande pas de légumineuses non plus, puisque, bon, ça, je le développe dans d'autres vidéos. Si vous êtes curieux, allez voir mes autres vidéos où je parle aussi des légumineuses, des céréales. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous reste pour manger au petit-déj et pour manger de manière générale quand on fait le protocole anti-candidat? Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste les produits animaux, les viandes, les poissons, les œufs et les légumes.
Voilà, donc c'est ce qu'on va manger principalement pendant la phase 1. Viande, poisson, œufs si on tolère, et légumes. Après les légumes, tout dépend de l'état de votre intestin. Ça, c'est pareil, je le détaille dans d'autres vidéos. Donc, allez voir mes autres vidéos. J'ai pas le temps de tout détailler dans celle-là. Mais les légumes, ça peut poser problème puisque c'est riche en fibres. Et sur un intestin irrité, il vaut mieux éviter trop de fibres. Donc, alors, première idée de petit-déj. Mangez les restes de la veille. Voilà, c'est ce qui est le plus simple. Vous mangez les restes de votre dîner de la veille. Et voilà. Et en fait, comme dit Zoé dans une de mes dernières vidéos, Zoé qui a fait mon protocole et qui a guéri son intestin et particulièrement ses soucis de peau avec le protocole anti-candida, et ben, elle dit qu'elle avait très peur justement du régime. Elle avait très peur de ne pas réussir à tenir et elle avait surtout peur voilà, du petit-déj. Qu'est-ce qu'elle va manger au petit-déj en faisant ce régime-là? Et ben finalement, elle nous dit que, allez voir la vidéo, elle nous dit, ben, finalement, c'est qu'une question d'habitude. Et finalement, c'est très bien passé. Ça s'est très bien passé de changer ses habitudes au niveau du petit-déj. Et elle dit même qu'elle finissait par manger du hareng le matin. Bon, là, je pense que c'est un peu too much, mais pourquoi pas? Voilà, donc c'est une question d'habitude. Nous, on a été habitués à manger du sucre le matin. Et ben, vous changez, vous allez voir qu'au bout de quelques jours, finalement, voilà, on s'habitue. Donc, première idée, manger les restes de la veille. Deuxième idée, alors tout ce que je vais vous lister, après vous pouvez les combiner, hein, vous pouvez en faire plusieurs ensemble, enfin voilà. Donc deuxième idée, le bouillon d'os ou le bouillon de viande, si vous le tolérez bien évidemment, ou des soupes. Voilà. Donc j'ai une vidéo sur le bouillon d'os, j'ai une autre vidéo sur le bouillon de viande, donc allez les voir si vous voulez plus de détails. Mais voilà, le bouillon d'os, le bouillon de viande, c'est excellent pour réparer l'intestin, c'est excellent pour réparer l'intestin poreux, euh, pour amener des minéraux, pour amener des bons nutriments dont le corps a besoin pour se réparer. C'est riche en acides aminés, c'est riche en gélatine en fait. Et si vous avez entendu parler de la L-glutamine, il n'y a pas besoin de prendre de L-glutamine quand on prend du bouillon d'os ou du bouillon de viande. Donc voilà, ça c'est très bon et ça cale bien. Franchement, ça cale bien. Vous pouvez boire une petite tasse de bouillon d'os ou de bouillon de viande le matin. Et voilà. Là, petite parenthèse, si vous êtes sévèrement intolérant à l'histamine, il faudra tester si vous les tolérez ou pas. Le bouillon de viande est plus facile à tolérer que le bouillon d'os, mais j'ai vu des personnes très, très, très intolérantes à l'histamine qui ne pouvaient même pas tolérer le bouillon de viande. Donc, à vous de voir, comme toujours, écoutez votre corps avant d'écouter n'importe qui d'autre. Et les soupes, vous pouvez faire par exemple des soupes. Bon, ça, c'est vrai que ce sera plus agréable en hiver qu'en été, mais voilà, une soupe classique avec du poireau, des pommes de terre, des carottes, un bout de lard. Voilà, ça c'est comme ça qu'on fait la soupe chez moi. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'éliminer à 100% tout ce qui est glucides. Donc un peu de carottes, un peu de pommes de terre dans votre soupe, c'est pas un problème. Mais voilà, ça c'est aussi quelque chose que je détaille dans mon cours sur voilà comment savoir combien de glucides on peut manger. Donc, ça dépend de chaque personne, ça dépend de vos symptômes, ça dépend de comment votre corps réagit quand vous baissez vos glucides ou quand vous les augmentez. Ensuite, des jus de légumes. Donc, comme je disais, les légumes, c'est très important. Si vous ne pouvez pas digérer les légumes entiers, que ce soit les légumes crus ou les légumes cuits, eh bien, faites des jus de légumes. Donc ça, c'est pareil, j'en parle un peu dans d'autres vidéos. J'aime beaucoup les jus de légumes parce que, voilà, les légumes, les phytonutriments qu'on a dans les légumes sont vraiment très, très importants. Non seulement les légumes sont riches en vitamines et en minéraux, mais aussi en composés phytochimiques qui soutiennent le corps, mais de tellement de manières différentes. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est remède naturel à partir de plantes. Et donc, les légumes, ça en fait partie. Les légumes, ce sont des plantes qui sont aussi des remèdes naturels et qui aident à soutenir les principaux organes émonctoires, comme le foie et les reins, par exemple. Donc, c'est excellent. Je recommande vraiment de manger autant de légumes que vous pouvez. Et encore une fois, si vous avez des soucis avec les fibres, eh bien, vous n'avez qu'à faire des jus. Comme ça, vous éliminez les fibres et vous avez tout ce qui est de bon dans les légumes, dans les jus. Et en plus, des jus, ça permet d'absorber beaucoup plus de légumes que ce qu'on ne ferait si on les mangeait. Puisque mâcher je ne sais pas, tout un
un paquet de céleri, ça vous prendra la journée, alors que si vous en faites un jus, vous le buvez en quelques minutes. Et donc, ça vous apporte beaucoup plus de nutriments, de phytonutriments, de boire des jus que si vous mangiez les légumes. Voilà, donc un verre de jus de légumes le matin pour le petit déjeuner, principalement légumes verts. Et puis, vous pouvez quand même rajouter, pour améliorer un peu le goût, une carotte ou une petite pomme ou quelque chose d'un peu plus sucré que vous tolérez bien. Donc, encore une fois, ça dépend de ce que vous tolérez. J'ai vu des gens qui ne toléraient pas les pommes. Dans ce cas-là, ne mettez pas une pomme, mais mettez voilà, une carotte ou quelque chose qui donne un meilleur goût. Ensuite, le sarrasin. Donc, le sarrasin, j'aime beaucoup le sarrasin parce que c'est une pseudo-céréale, ça n'est pas une céréale. Donc, il n'y a pas de gluten dans le sarrasin. Et voilà, la plupart des gens le tolèrent très bien. Le sarrasin est riche en mucilage. Les mucilages, c'est un gel qui se forme en fait quand vous mettez le sarrasin en contact de l'eau. Et en fait, c'est un gel qui va protéger votre système digestif et qui va comme en fait, c'est un peu le même principe que l'aloe vera. Donc, quand vous avalez quelque chose qui a des mucilages, comme le sarrasin, voilà, ça va tapisser votre système digestif d'une couche de gel protectrice. Et puis, ça va faire glisser un peu tout le bol alimentaire beaucoup plus facilement. Donc, pour les gens qui ont la constipation, par exemple, ça va faire glisser vos selles plus facilement, ça va faire glisser vos aliments plus facilement à travers votre système digestif. Pour les personnes qui ont la diarrhée, ça va donner de la consistance. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, tout ce qui est gel comme ça. Là, je parle du sarrasin, hein, mais les mucilages qu'on a avec le psyllium, c'est le même principe qu'on a avec le... donc, je parlais de l'aloe vera, mais qu'on a aussi avec le slippery elm, qui est l'orme rouge, qu'on a aussi avec le gel de guimauve. Enfin, voilà, toutes ces substances gélatineuses sont vraiment utiles quand on a des soucis d'intestin. Bon, ça, je détaille ça dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus ici. Mais donc, voilà, porridge de sarrasin le matin, c'est-à-dire que vous achetez des graines de sarrasin. Comme toujours, c'est mieux de les faire tremper la veille pour désactiver les antinutriments. Donc, vous faites tremper dans de l'eau la veille. Le matin, vous rincez. Et puis, voilà, vous faites cuire, vous faites bouillir pendant une vingtaine, trentaine de minutes. Hein, suivez les instructions sur le paquet. Et voilà, ça vous donne comme un porridge de céréales. Vous pouvez rajouter un peu d'eau si si ça manque d'eau. Vous pouvez rajouter du lait pour les personnes qui tolèrent le lait. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas tellement conseillé quand on a des soucis de candidose. C'est mieux d'éviter les laitages en général puisque la plupart des gens sont intolérants au laitage, mais encore une fois, tout le monde est différent. Ou alors du lait végétal, même si c'est pas quelque chose que je recommande, le lait végétal, à moins que vous le fassiez vous-même, parce que sinon il y a toujours des additifs que je n'aime pas. Mais voilà, donc porridge de sarrasin, ou alors tout simplement avec de l'eau, ou alors vous pouvez même mettre de la tisane dedans, de la tisane de peau d'arco ou de n'importe quoi. Tester différentes choses qui pourraient vous plaire, hein, sait-on jamais. Il faut faire des expériences. Et là-dedans, dans ce porridge de sarrasin, vous pourriez ajouter des petits morceaux de fruits. Voilà, encore une fois, on peut, des fruits. Hein. Vous pouvez rajouter un œuf aussi pour donner la consistance, pour nourrir un peu plus. Vous pouvez rajouter des épices aussi, puisque ça, c'est une bonne chose à faire. Quand on mange quelque chose qui est riche en glucides, quand on fait un protocole anti-candida, on peut rajouter plein d'épices, parce que les épices sont antifongiques. Donc, quand vous mangez un repas riche en glucides, vous savez que ça va nourrir la candidose. Et ben, pour contrecarrer ça, vous mettez des épices dans votre repas riche en glucides. Et ça va contrecarrer ça. Donc, en épices, par exemple, vous pouvez mettre du curcuma, vous pouvez mettre de la cannelle, ça sera très bon et ça va vous donner l'impression que c'est un peu sucré, alors que ça ne l'est pas. Mais voilà, il faut trouver des petites astuces comme ça pour se défaire du sucre et puis pour améliorer le goût de vos aliments quand vous faites le protocole, parce que c'est vrai que des fois, le régime du protocole, il n'est pas spécialement rigolo, mais c'est là où les herbes aromatiques et les épices vont vraiment nous aider. Donc, surtout, n'hésitez pas à mettre des herbes aromatiques et des épices dans tous vos plats. Évidemment, pas forcément des épices super fortes comme le piment, encore que tout le monde est différent, mais c'est vrai qu'il est mieux d'éviter les épices très fortes si vous avez un intestin irrité ou si vous avez des ulcères. Mais encore une fois, à vous de voir. Voilà, dans le porridge de sarrasin, vous pouvez rajouter aussi des bouts de gingembre si vous tolérez bien le gingembre, par exemple.
Et puis pour rajouter un petit goût sucré aussi, sans que ce soit vraiment du sucre, vous pouvez rajouter de la poudre de stevia par exemple, mais de la vraie stevia, c'est-à-dire de la poudre verte, c'est-à-dire que ça n'est pas raffiné. Donc de la poudre verte, ça veut dire qu'en fait c'est la vraie feuille de stevia qui a été réduite en poudre. Voilà, donc il n'y a pas de processus d'extraction chimique, etc. Donc si vous achetez de la stevia de couleur blanche ou liquide, là c'est complètement transformé avec des processus chimiques, donc ça c'est à éviter. Mais de la vraie stevia, c'est-à-dire de la poudre verte, voilà, il n'y a aucun souci. Voilà, vous pouvez aussi rajouter de la poudre de racine de réglisse. La racine de réglisse, c'est excellent. La racine de réglisse, ça a un bon goût sucré, tout en étant très bon pour le système digestif. C'est protecteur des muqueuses, donc n'hésitez pas. Bon, après, toujours raisonnablement, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et sachez aussi que la racine de réglisse, elle n'est pas recommandée pour les personnes qui ont de l'hypertension. Voilà, donc porridge de sarrasin, c'était une autre idée. Encore une fois, vous pouvez rajouter des choses. Par exemple, vous pouvez faire un petit déjeuner avec porridge de sarrasin et à côté un jus de légumes. Ou alors porridge de sarrasin et à côté une tasse de bouillon de viande. Voilà, vous pouvez combiner tout ce que je vais dire là. Autre idée, vous pouvez vous faire un petit déjeuner américain, c'est-à-dire par exemple des œufs et du lard. Voilà, tant que c'est de bonne qualité, du lard bio, d'accord, d'animaux élevés à l'herbe et des œufs, pareil, de poules élevées en plein air. Donc œufs et lard, évidemment à condition de bien tolérer les œufs. Et sachez que les œufs, c'est une intolérance assez commune. Donc, c'est pour ça que je recommande de faire un test d'intolérance. Mais ça, j'en parle pareil dans d'autres vidéos. Un petit fruit, vous pouvez rajouter un petit fruit, comme on disait. Donc, une petite pomme, toujours bio, une petite banane, enfin, les fruits que vous tolérez bien. Et puis, évitez quand même les fruits très, très, très riches en sucre, comme les dattes, par exemple. Voilà, j'ai des personnes qui m'ont posé des questions sur les dattes. Quand même, il ne faut pas exagérer parce que ça, c'est super sucré. L'ananas aussi, c'est super sucré. La mangue, enfin, voilà. Évitez quand même ce qui est ultra sucré, surtout en phase 1. Vous pouvez aussi faire des crêpes de sarrasin. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus, donc allez la voir. Dans ma vidéo, en fait, je fais fermenter ma farine de sarrasin et de teff. Donc la fermentation, c'est pas forcément recommandé parce qu'encore une fois, les personnes qui ont la candidose ont souvent, pas toujours, mais ont souvent une intolérance à l'histamine et ou une intolérance aux levures et également au laitage. Donc, si vous voyez ma recette, c'est fait avec du kéfir de lait donc, ou du yaourt. Donc, forcément, là, il y a les trois. Il y a laitage, levure et histamine. Donc, ne faites pas forcément ça, surtout en phase 1. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire fermenter votre farine, c'est pas grave. Donc, vous pouvez vous faire des crêpes de sarrasin classiques et de teff. Moi, j'aime bien mélanger les deux farines. Ce sont deux farines sans gluten qui sont facilement digestes. Voilà, donc le matin, une crêpe de sarrasin et avec un œuf, un peu une crêpe à la bretonne, un œuf, alors pas de fromage, voilà, c'est vrai que c'est à éviter si vous êtes intolérant au laitage. Et encore une fois, histamine et levure et tout ça. Une autre idée aussi, vous pouvez mettre sur votre crêpe du saumon fumé. Mais là, pareil, si vous êtes intolérant à l'histamine, ça ne va pas être une bonne idée. Mais encore une fois, tout le monde est différent, tout le monde n'a pas le même degré d'intolérance. Moi, j'ai vu des gens guérir de la candidose en prenant du kéfir dès le début. Donc, c'est possible. Voilà, juste, il faut le savoir, il ne faut pas être non plus ultra fermé et ultra dogmatique. Ça dépend de chacun et c'est pour ça que c'est important que chacun connaisse ses intolérances et que chacun connaisse bien son corps et sache bien écouter son corps. Vous pouvez mettre un avocat aussi dans votre petit déjeuner. Les avocats, c'est pareil, c'est bon, c'est facile à manger, c'est rapide et ça cale bien avec le bon gras, c'est bien gras. Mais là, comme toujours, à voir selon vos intolérances. Souvent, les personnes qui sont intolérantes à l'histamine sont aussi intolérantes aux avocats, donc à voir. Moi, j'étais intolérante à l'histamine, mais j'avais pas de problème avec les avocats. Donc, tout le monde est différent. Faites en fonction de vous et comme toujours, écoutez votre corps. En parlant de gras, donc c'est vrai que quand on dit bon gras, on pense tout de suite aux gras végétaux. Moi, c'est pas ma façon de penser. Moi, comme je vous dis dans d'autres vidéos,
je suis les principes de Weston Price. Et quand vous lisez le livre de Weston Price, on se rend bien compte que le gras animal est essentiel et très, très important. Donc, n'hésitez pas à ajouter du gras dans votre petit déjeuner, dans votre porridge de sarrasin, par exemple, sur votre crêpe, n'importe quoi. Vous pouvez utiliser différents gras. Du beurre, si vous n'êtes pas trop intolérant au laitage, si vous l'êtes, donc ne mettez pas de beurre. Le ghee, ça passe mieux pour les personnes qui sont intolérantes au laitage, donc vous pouvez mettre une cuillère de ghee, par exemple. Ou si vous tolérez vraiment pas les laitages, vous pouvez mettre de l'huile de noix de coco extra vierge, une petite cuillère. En plus, c'est un antifongique naturel. Voilà, que vous mélangez à ce que vous voulez. Hein. Comme je disais dans le porridge, par exemple, ça pourrait être une bonne idée. Mais voilà, encore une fois, attention, voyez-vous comment vous digérez le gras. Certaines personnes ont des soucis de foie et de vésicule biliaire, donc dans ces cas-là, il faut savoir ça et donc faire attention avec le gras. Oui, j'ai un article sur mon site internet thecandidaslayer.com sur les graisses animales et les graisses végétales. Donc, pour plus de détails sur ce sujet, n'hésitez pas à aller lire mon article qui est assez complet. Voilà. D'ailleurs, je vais vous lire un petit extrait parce que je vais vous parler un petit peu de margarine, parce que j'ai vu des gens recommander la margarine, puis j'ai eu des questions aussi là-dessus. Donc, la margarine, non. Non, non, c'est super mauvais. Donc, pourquoi? Parce que c'est des huiles polyinsaturées qu'on transforme, qu'on hydrogénise. Et les huiles hydrogénées, c'est ultra mauvais pour la santé. Alors, je vais vous lire un extrait de mon article sur les huiles pour vous montrer comment ils font la margarine. Alors, l'hydrogénation est le processus qui transforme les graisses polyinsaturées, normalement liquides à température ambiante, en graisses solides à température ambiante, comme la margarine. Pour les produire, les fabricants utilisent les huiles les moins chères, venant souvent de graines transgéniques, et les mélangent avec du nickel. Voilà, déjà, on démarre bien. Alors ça, je pense que pas beaucoup de gens savent qu'on mélange des particules de nickel avec les huiles végétales pour faire des huiles hydrogénées. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. L'huile, avec son catalyseur au nickel, est ensuite soumise à de l'hydrogène gazeux dans un réacteur à haute pression et à haute température. Ensuite, les émulsifiants et de l'amidon sont pressés dans le mélange pour lui donner une meilleure consistance. Alors déjà, haute pression, haute température, ça dénature complètement les huiles végétales, ça les rend rances, d'accord, et complètement pro-oxydantes. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on veut. Et voilà, c'est super mauvais pour le corps. En fait, les huiles rances, quand vous absorbez ça, ça agit comme des antibiotiques dans votre corps. Mais là, c'est pareil, j'ai un article, allez le lire, mais je ne sais pas effectivement si j'ai précisé. Je devrais peut-être ajouter que, effectivement, en fait, les huiles végétales étaient utilisées à un moment, je ne sais pas si ça l'est toujours, pour empêcher les rejets de greffe, parce que ça a une action antibiotique. C'est fou, hein, mais voilà. Donc ensuite, des émulsifiants et de l'amidon sont pressés dans le mélange pour lui donner une meilleure consistance. L'huile est à nouveau soumise à des températures élevées lorsqu'elle est nettoyée à la vapeur pour supprimer son odeur désagréable. Bah oui, forcément, puisqu'elle est rance, donc quand c'est rance, ça pue. La couleur naturelle de la margarine, d'un gris peu appétissant, est éliminée. Des colorants et des arômes doivent ensuite être ajoutés pour la faire ressembler à du beurre. Colorants et arômes, comme on le sait, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, toxiques, chimiques, qui causent de nombreux problèmes, qui sont cancérigènes, qui perturbent le système hormonal, le système nerveux, etc. Enfin, le mélange est comprimé et emballé dans des blocs ou des pots et vendu comme aliment diététique, quand on voit comment c'est fabriqué. Voilà, donc la margarine, non, utilisez des huiles ou des gras naturels. Donc une autre idée, vous pouvez acheter des bananes plantains. Donc les bananes plantains, moi je faisais ça moi j'ai fait le protocole quand j'étais en Amérique latine. Donc là-bas les bananes plantains c'est très commun. Ici en France ou en Europe, il vous suffit d'aller dans un supermarché et d'aller dans le rayon fruits exotiques. Et donc les bananes plantains, ce sont des grosses bananes vertes ou jaunes, mais enfin prenez les vertes et vous les faites cuire en fait, vous les faites frire à la poêle. Dans du bon gras, voilà, dans du gras de canard, dans du gras de bœuf ou dans de l'huile de coco. Et en fait, vous coupez des petites rondelles fines, enfin pas trop fines, mais vous coupez des petites rondelles, vous les faites frire des deux côtés pendant quelques minutes. Et
Et donc, ça vous fait comme une mini tartine sur lesquelles vous pouvez tartiner, je ne sais pas, par exemple, une purée d'amandes ou une purée de sésame, hein, du tahini ou quelque chose comme ça que vous digérez bien. Je ne suis pas super en faveur des oléagineux, mais ça va. Je veux dire, moi, j'en mangeais quand je faisais le protocole parce que même si c'est pas le plus facile à digérer puisque c'est riche en antinutriments et c'est riche en fibres, au bout d'un moment, quand on est intolérant à beaucoup de choses, comme c'était mon cas, ça sauve la vie, quoi. Sinon, je mangeais rien. Donc, moi, je tolérais bien le tahini. Je mangeais beaucoup de tahini. Et le tahini, donc c'est l'huile de sésame, en fait. C'est une huile polyinsaturée. Et les huiles polyinsaturées sont très susceptibles à devenir rances et donc pro-oxydantes et donc toxiques. Mais l'huile de sésame est une exception. Donc, il y a des composés phytochimiques dans l'huile de sésame qui la préservent bien mieux que les autres huiles polyinsaturées. Donc, c'est une des rares huiles polyinsaturées qui reste vraiment stable, même à chaleur modérée, hein, quand même, ou à l'exposition à l'oxygène. Et donc, le tahini, c'est une purée de sésame. Et donc voilà, ça aura moins de chances de devenir rance qu'une purée d'un autre oléagineux. Donc voilà, je conseille plutôt la purée de sésame, le tahini. Voilà, vous pouvez donc faire ces espèces de petites chips de plantain, ou vous pouvez faire la même chose avec des patates douces que vous faites frire de la même façon, ou alors que vous faites griller au four. Et donc, vous les coupez en lamelles et ça vous fait comme des tartines, puisque vous ne pouvez pas manger de pain. D'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez aussi vous faire du pain au sarrasin. Quelqu'un dans mon groupe Facebook a récemment mis une recette. Moi, c'est vrai qu'à l'époque où je faisais le régime paléo, je me faisais du pain de sarrasin et c'était assez facile à faire et c'était pas mal, quoi. Donc, voilà, le pain de sarrasin pour avoir un, du pain, ça peut se faire. Voilà, sinon, une autre idée, bah, vous pouvez jeûner tout simplement le matin. Moi, je sais que le matin, en général, j'ai pas faim. Donc, comme toujours, écoutez votre corps. Si vous avez faim, vous mangez. Si vous n'avez pas faim, vous mangez pas. Moi, je sais que j'ai pas faim quand je me réveille. J'ai faim peut-être 2 heures après l'heure de mon réveil. Et donc, il faut manger à ce moment-là quand vous avez faim. Mais si vous n'avez pas faim du tout, bah, ne vous forcez pas, jeûnez. Et puis, vous mangerez votre premier repas. Ce sera le repas du midi. Voilà, comme toujours, il faut s'écouter. Après, moi, je ne suis pas en faveur des longs jeûnes. Enfin, si c'est le jeûne intermittent, en général, ça ne pose pas de problème, toujours à condition d'écouter son corps. Donc, voilà. Et sinon, donc là, c'est entre parenthèses, vous pouvez boire une grosse tasse de kéfir ou de yaourt maison au lait cru. Mais là, c'est pareil, c'est en général pas recommandé pour les personnes qui font le protocole anti-candidat, puisque le kéfir et le yaourt, c'est non seulement du lactose, c'est aussi riche en histamine et c'est aussi riche en levure. Donc ça, normalement, c'est vraiment à éliminer complètement pendant le protocole. C'est vrai que je ne le recommande pas, surtout pas en phase 1, et surtout pas si vous avez ces 3 intolérances. D'accord. Si vous êtes absolument sûr que vous n'avez aucune de ces intolérances, si vous êtes absolument sûr et certain que vous tolérez le kéfir ou le yaourt parfaitement, alors il n'y a pas de souci, allez-y. Vous pouvez en prendre dès le début. Et encore une fois, je vous dis, j'ai vu des gens guérir de la candidose en prenant du kéfir. Et pourtant, ces gens-là étaient à la base intolérants au laitage et avaient aussi une intolérance à l'histamine. Et ils ont quand même réussi à guérir grâce au kéfir. Donc, j'ai plusieurs vidéos sur le kéfir. J'en parle dans ces vidéos, donc allez les regarder. Mais voilà, de manière générale, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je recommande et surtout pas en phase 1. Et dans tous les cas, si vous faites du kéfir ou du yaourt, faites-les maison et faites-les à partir de lait cru. Voilà. Et puis pour accompagner votre petit déjeuner, je vous conseille de prendre une infusion antifongique. J'ai une vidéo qui détaille les infusions que vous pouvez faire pendant le protocole. Infusion de peau d'arco, par exemple, de feuilles d'olivier, etc. Donc allez voir, c'est une vieille vidéo d'il y a 2 ans, mais toujours d'actualité. Donc voilà. Et j'ai vu aussi des personnes qui me parlaient de pain des fleurs. Alors, je recommande absolument pas tout ce qui est céréales soufflées, tout ce qui est fait à partir du processus d'extrusion. C'est très toxique. C'est toxique. Alors, peu de gens le savent, mais c'est très toxique. En fait, comment ils font pour faire des céréales soufflées? Donc, vous prenez une céréale et vous la mettez dans une machine qui la force à travers un tout petit trou et ça la fait exploser. Ça fait exploser toute la partie de la graine, ça dénature les protéines de la graine, ça dénature les acides gras, ça dénature tout et ça crée de nouveaux composés toxiques qui n'existent pas en fait. Voilà, normalement, dans ces céréales. Donc, c'est super nocif. Pour illustrer ça, je vais vous lire l'extrait d'une étude qui avait été faite dans les années 40 d'un industriel, je ne sais plus c'était lequel, qui vendait des céréales
de petit déjeuner et qui avait fait faire cette étude pour prouver que c'était tout à fait sûr. Mais malheureusement, cette étude a montré l'opposé. Et donc, évidemment, cette étude, l'industriel ne l'a pas sortie. Évidemment, il l'a caché. En tout cas, il n'en a pas fait la publicité. Donc, voici l'étude. Donc, on a 4 groupes de rats. Le premier groupe a reçu des grains de blé entiers, de l'eau et des vitamines et minéraux synthétiques. Un deuxième groupe a reçu du blé soufflé, donc la céréale extrudée, de l'eau et la même solution nutritive. Le troisième groupe a reçu de l'eau et du sucre blanc. Le quatrième groupe n'a reçu que de l'eau et des nutriments synthétiques. Les rats qui ont reçu le blé entier ont vécu plus d'1 an avec ce régime. Les rats qui n'ont eu que de l'eau et des vitamines ont vécu environ 2 mois. Les rats nourris de sucre blanc et d'eau ont vécu environ 1 mois. Les rats qui ont reçu les vitamines, l'eau et le blé soufflé ont été les premiers à mourir. Ils sont morts en 2 semaines, avant même les rats qui n'avaient pas eu du tout de nourriture. Ces résultats suggèrent qu'il y avait quelque chose de très toxique dans le blé soufflé lui-même. Les protéines sont très similaires à certaines toxines dans la structure moléculaire et la pression du processus de gonflement peut produire des changements chimiques qui transforment un grain nutritif en une substance toxique. Voilà, donc pain des fleurs, non, je suis contre. Donc c'est tellement facile de faire des crêpes de sarrasin, pourquoi ne pas les faire, quoi? Voilà, et comme toujours, au maximum, évitez ce qui est transformé, ce qui vient dans une boîte. Essayez de cuisiner vous-même à partir d'aliments bruts. C'est comme ça que vous serez en meilleure santé. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Évidemment, ça, c'est des idées de petit déjeuner, mais vous pouvez utiliser ces idées comme des idées pour des encas dans la journée. Vous pouvez aussi manger ces choses-là pour votre déjeuner ou votre dîner. Enfin, voilà, c'est pas forcément que pour le petit-déj. Mais voilà, c'était quelques idées de ce que vous pouvez manger. Je vous vois pour la prochaine vidéo. Salut!